Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier est surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Avant de vous présenter mon nouvel invité, je profite de ce premier épisode de l'année 2020 pour vous souhaiter de vive voix la furieuse envie de réaliser au moins un de vos rêves. Merci Jacques Brel que je paraphrase. Aujourd'hui, je rencontre avec vous Nicolas. Au moment où on démarre l'interview, j'ai 30 minutes d'avance sur vous. En clair, on ne se connaissait pas avant. Suite à l'idée d'une amie, j'ai contacté Nicolas pour lui proposer de faire un épisode. Il a tout de suite accepté. Nicolas travaille dans un cabinet de recrutement à Munich et j'étais convaincue que son expérience et son regard sur le marché allemand de l'emploi pourraient nous intéresser. La discussion est allée bien au-delà. C'est cette belle rencontre que je partage aujourd'hui avec vous. On parle de ses origines ch'tis, de son parcours pro d'ingénieur dans la sidérurgie au recrutement, de Maubeuge à Paris, La Haye et actuellement Munich. On évoque son métier, le marché de l'emploi allemand, les différences entre candidats et recruteurs français et allemands et plein d'autres choses. Ce que je retiens par-dessus tout, c'est sa mention hommage au rôle important que joue l'épouse qui suit dans le cadre d'une expatriation, sa conviction en la force et l'avenir du couple franco-allemand en termes économiques et culturels, son engagement, son dynamisme et sa générosité dans tout ce qu'il entreprend. Tout cela délivré avec une voix de radio. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène. Je suis très très heureuse de te recevoir ici. Merci d'être venue jusque chez moi. Merci pour ton accueil Hélène. Et donc je voulais te dire, tu vas être le premier invité de 2020. Très bien, c'est un honneur pour moi. Je trouve ça super parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas eu d'homme, donc c'est très bien sur ce point-là. En plus, on va en parler un petit peu plus tard, vu ton métier, les bonnes résolutions, les gens qui cherchent du boulot et tout. Je pense que ça va vraiment être intéressant pour beaucoup d'éditeurs. Donc voilà, une super façon de commencer 2020. Très bien, je suis ravi. Avant de parler de ce que tu fais et de tous les bons conseils que tu vas pouvoir partager, moi j'aime bien que les gens racontent un petit peu leur parcours. Et je commence toujours par cette question, d'où tu viens ? Alors, d'où je viens ? Je suis un ch'timi. Okay. Donc, je suis né dans le nord de la France, dans un petit village qui s'appelle Vieux-Berquin, près d'Hasbrook. Tu n'as pas l'accent. Donc voilà, dans le nord de la France, j'ai vécu une enfance heureuse. Ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur, toujours dans le nord de la France, à Lille, une école d'ingénieur qui s'appelle HEI, Hautes études industrielles aux études d'ingénieur. Et puis, j'ai démarré, comme souvent, sans trop se poser de questions, une carrière dans la technique et dans le secteur de la sidérurgie, qui aujourd'hui paraît un peu complètement désuet de notre siècle, mais j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance très rapidement et qui m'ont donné beaucoup de responsabilités. La sidérurgie est un secteur d'activité dans lequel, en fait, dès que tu veux investir, c'est des sommes d'argent énormes. Et je me souviens, j'étais ingénieur, donc j'étais responsable des investissements. Et voilà, et je me souviens des montants de 60-70 millions d'euros, ça me paraissait hallucinant. Donc voilà, j'ai démarré comme ça dans la technique, j'ai fait ça 8 ans. C'était passionnant, sauf que c'était dans une ville qui est un peu moins passionnante, qui s'appelle Maubeuge. Ok, oui, ça fait un peu moins rêver. À part le clair de lune, il y a des gens passionnants, mais effectivement, ça fait un peu moins rêver. Puis j'ai rencontré mon épouse qui voyageait beaucoup. Et donc il a fallu qu'on prenne une décision de partir dans une plus grande ville. C'était d'une part le premier choix, et d'autre part, voilà, j'étais responsable de la maintenance dans une usine, et c'est des métiers très techniques dans lesquels on vous demande, dans lequel je pense qu'ils ne trouvaient pas de successeur, et donc ils ne voulaient pas me faire évoluer. Donc à un moment donné, j'ai dit, moi je voudrais faire autre chose. Et le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré une personne qui était à l'époque le CEO de Michael Page, qui est un cabinet de recrutement connu,
qui m'a proposé de le rejoindre pour profiter de mon expérience industrielle et démarrer toute l'activité industrielle et le recrutement d'ingénieurs chez Michael Page en France, donc que j'ai démarré en 2000. Et donc depuis 2000, je suis dans le monde du recrutement. D'accord, voilà, parce que c'était une de mes questions de savoir comment tu passais, comment tu arrivais à cette heure-là. Donc par une rencontre, en fait. Exactement. Et l'aspect humain des choses, enfin, je me suis très vite rendu compte que la technique, oui, c'était bien, mais que je me voyais pas faire toute ma carrière dans la technique, que l'aspect humain me manquait, que les rencontres me manquaient, tout en gardant effectivement sur ce fil rouge du monde industriel qui est un secteur qui me plaît beaucoup. Et voilà comment je suis rentré dans le monde du recrutement. Ok. Et donc tu restes un peu plus de 10 ans, c'est ça? Alors donc j'intègre la société Michael Page en 2000 en tant que consultant en recrutement, puis step by step, la société me fait confiance. En 2005, elle me nomme directeur général de Michael Page en France. J'ai occupé ce poste pendant 5 ans sur la France, et puis ensuite, comme souvent, si tu veux, dans une société internationale évoluer, il faut que le petit français il s'exporte. Et donc en 2010, j'ai emmené toute la famille en Hollande, toujours pour la même société Michael Page, où j'ai été directeur général de Michael Page pour la Hollande. Nous sommes restés 3 ans en Hollande, et puis en 2013, nous sommes arrivés à Munich. D'accord. Et toujours pour la Michael Page, donc en tant qu'expatrié. J'allais dire, donc première expatriation, la Hollande, et puis voilà, après tu enchaînes l'Allemagne. Exactement, l'Allemagne, où en fait, donc ça faisait, quand je suis arrivé en 2013, ça fait 13 ans que j'étais chez Michael Page, je suis resté 2 ans. 15 ans, société cotée, énorme pression. Puis voilà, à un moment ou à un autre, je pense que j'étais peut-être trop cher. Je ne sais pas s'il faut qu'on se le dise, mais voilà, la société s'est dit, bon, Nicolas Vermersch, il a passé un cycle peut-être, et voilà. J'ai quitté la société, alors tu l'as compris, pas de mon plein gré, mais ce qui était très bien, parce que j'ai toujours eu en tête l'idée de, un jour ou l'autre, mes parents sont agriculteurs, et on a toujours à la maison cet esprit d'entrepreneur, cet esprit de travail, famille, patrie, et puis donc... Voilà, ce petit kick a fait que je me suis retrouvé au chômage à Munich en recherche d'emploi avec une famille de 4 enfants, une épouse qui ne travaillait pas. Puis la première fois, je pense, de ta vie. Et la première fois de ma vie. Donc j'étais forcément dans une situation très inconfortable, pas du tout en sécurité. Mais en même temps, j'ai une femme extraordinaire, et donc on s'est posé et puis on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et on a décidé, on a fait le choix de rester ici parce que on a beaucoup aimé l'Allemagne, on a beaucoup aimé Munich. Et encore une fois, une rencontre, et donc j'ai intégré le cabinet de recrutement 3C qui cherchait quelque part un Nachfolger, un successeur, une personne qui puisse reprendre le relais d'une société qui avait été créée en 2001, donc ça faisait 15 ans. Et voilà comment je suis rentré au sein de la société 3C, dans lequel je me sens très bien, dans lequel je suis depuis 2016. Avant qu'on parle de ton travail, je voulais revenir. Donc, tu arrives à Munich en 2013. Est-ce que tu connaissais la ville avant ? Est-ce que tu te souviens de ta première fois et de l'impression que tu as eue ? Alors non, je ne connaissais absolument pas la ville avant. Je connaissais relativement peu l'Allemagne avant. Je me souviens quand j'étais en Hollande, donc comme ça, en janvier, on commence à échanger en se disant bon, voilà. On va te proposer autre chose. Et puis je me souviens, je reviens un soir à la maison et je dis à mon épouse, bon ça sera sans doute Francfort. Et mon épouse, oh là là, non, ça va pas être possible. Bon très bien. Donc, je reviens une semaine après, je dis j'ai une bonne nouvelle. Elle me dit c'est quoi ? Je dis c'est pas Francfort. Soulagé. Je dis c'est Munich. Et là elle me dit c'est pas possible. Bon. Et voilà, on débarque et le souvenir que j'ai de Munich, c'est qu'on arrive avec la famille à découvrir la ville. On est venu découvrir la ville, et on arrive via la Arnulfstrasse, qui est, je sais pas si tu vois, le quartier de la gare. C'est pas le quartier le plus sympathique de Munich. C'est le seul à la rigueur où il faut oublier. Voilà, exactement. Ça va changer bientôt. C'était la première image qu'on a eue de Munich, donc ça n'a pas été terrible. Bon, mais via notre réseau, pour la convaincre. Voilà, on a été très vite accueillis par des familles, par des gens extrêmement sympathiques, et voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que évidemment, pour la personne qui travaille, c'est très facile, parce que moi j'étais dans ma société en Hollande, je me retrouve dans la même société en Allemagne.
la culture est la même, donc globalement, puis t'as tes réseaux en interne au sein des grands groupes, donc ça c'est relativement facile. Mais mon épouse prend toujours une image que j'aime beaucoup quand tu es une mère de famille. Bah, ton rôle, c'est de créer les racines, quoi. Et mon épouse dit souvent, bah voilà, c'est un peu comme tu déplantes un arbre et puis tu vas le replanter, mais le plus vite possible, quoi. Parce que les enfants ont besoin de toi, et j'avoue que pour la famille, ça a été la première année dure, quoi. J'en parlais avec un peu d'émotion parce que ouais, c'est pas facile, surtout pour l'épouse, de tout gérer, de se faire un réseau, et puis surtout dans une ville. Alors c'est vrai que on était à La Haye, en Allemagne, ce qui est une ville extraordinaire, mais c'est quand même une ville qui est vraiment pas très loin de la France. Donc en fait, tu as l'impression d'être en expat, mais t'es pas du tout en expat, puisque tu sors de chez toi et tu fais 30 mètres et tu rencontres un Français, un copain, avec qui t'es allé boire un verre la veille, ou t'as fait une soirée la veille. Donc c'est assez dangereux. Alors ici, Munich, c'est un premier pas d'expat, même si ça reste plus facile. Tu sens plus la différence que par rapport à La Haye, forcément, ouais. Exactement. Après, ça reste l'Europe, mais je veux dire, la distance, pour une mère de famille, tu prends plus facilement la voiture, donc la distance est un peu plus importante, des écoles qui sont séparées. Mais... Non, puis vous étiez du nord de la France, donc je veux dire, c'est pas très loin de la Hollande, c'est pas comme si t'étais de Marseille. Ouais. Exactement. D'accord. Donc voilà. Donc je pense que l'intégration est un peu plus difficile en Allemagne ou dans une communique par rapport à la Hollande, par exemple. Bon, puis il y a bien évidemment la barrière de la langue, et puis une différence culturelle négligeable, qu'on a souvent tendance à négliger, en fait. Mais passer cette première année, je trouve que vivre ici à Munich, c'est du bonheur. Oui, bah la preuve, c'est dur. Et on en parlait un petit peu avant, hors micro. Donc tu parlais pas vraiment allemand quand tu es arrivé ici. Comment ça se passe, ton apprentissage ? Alors j'avais pris, comme tout bon élève, un lycée français, des cours d'allemand. L'allemand était ma deuxième langue. C'est vrai que je sais pas pourquoi, mais les profs d'allemand, c'est jamais... je sais pas pourquoi, mais c'est jamais les plus intéressantes par rapport aux profs d'espagnol pour un jeune lycéen. Mais j'aimais bien l'allemand, puis je suis plutôt analytique. J'avais aussi pris des cours au Goethe-Institut. Je sais pas pourquoi. L'allemand m'avait toujours intéressé, l'histoire allemande m'avait toujours intéressé, aussi dû à l'histoire familiale, parce que on connaît tout ce qui s'est passé. Et donc j'ai toujours été plutôt intéressé. Donc ce que j'ai fait quand je suis arrivé ici, je me suis dit, est-ce que je prends des cours, pas de cours, mais tu es pris dans le bain, des visites, t'es débordé. Donc je pense que j'avais commencé à prendre des cours, sauf que j'annulais les cours les uns après les autres, donc c'était pas très sérieux, donc je me suis dit, bon, ça va pas aller. C'était pas le bon moment, peut-être aussi. C'était pas le bon moment. Alors ce que j'avais dit, et je pense que j'avais bien fait de le faire, j'avais dit à mes collaborateurs, voilà, le premier trimestre, je ne parlerai qu'anglais avec vous, ce qui nous permettra de créer une relation, d'apprendre à se connaître, ce qui est important et ce qui va être relativement facile en anglais. Mais par contre, ce que je vous demanderai, c'est après un trimestre, c'est que vous ne parliez qu'en allemand pour faciliter mon intégration et que je fasse des progrès. Donc ils ont joué le jeu et ça s'est très bien passé. C'est le premier point. J'ai jamais pris de cours. Ou après, j'ai dû prendre un an après des cours pour me perfectionner. Mais par contre, ce que je faisais tous les dimanches soirs, c'est que je m'étais abonné à un magazine qui s'appelle Vocable, qui était un magazine que je connaissais parce que mes parents, quand j'étais adolescent, m'avaient abonné au magazine en anglais. Et donc, tous les dimanches soirs, pendant 2-3 heures, je lisais des articles en allemand, des articles faciles, parce que tu as des niveaux différents. Et j'ai boosté mon allemand de manière incroyable, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, parce qu'en fait, tu as aussi un podcast. Ok. Et puis très vite, j'ai boosté mon allemand. Bon, et c'est vrai qu'après, dans mon métier, tu es au quotidien en contact avec des clients, des candidats. Même parmi mes collaborateurs, il y avait des gens qui parlaient pas bien anglais. Donc, il faut bien s'y mettre, quoi. Donc, ça se passe beaucoup par l'oral, au final, ce que tu fais. Oui, ça se passe beaucoup par l'oral. C'est beaucoup de contacts, du téléphone. Et donc, très vite, mon allemand s'est beaucoup amélioré. Tu peux nous présenter un petit peu ce que vous faites ? Bien sûr. Donc, 3C est une société de 20 collaborateurs. C'était ce qu'on appelle un cabinet de recrutement, qu'on appelle chasseur de tête, headhunter, Personalberatung en allemand.
Excuse-moi, et toutes ces appellations te vont? Chasseur de tête, ça ne dérange pas ou il y a quelque chose? Non, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas. Non. Ok. Le cœur de notre métier, donc, nous sommes un cabinet de recrutement de cadres et d'experts. Alors, la notion de cadre n'existe pas en Allemagne, mais on est effectivement plutôt spécialisé sur le cadre dirigeant, le cadre manager ou le cadre expert dans 2 secteurs d'activité, le monde du software, de l'IT, qui est un secteur extrêmement dynamique en Allemagne, et le monde de l'industrie, le secteur de l'industrie qui est aussi dynamique en Allemagne. Donc nous sommes 20 collaborateurs, nous réalisons approximativement 120 recrutements par an en Allemagne, dans tous les pays, dans tous les pays germanophones, ce qu'on appelle DACH. Et puis, bien évidemment, on peut aussi parfois travailler des clients français sur des postes en France, mais notre cœur d'activité, c'est les pays germanophones. Ok. Et donc pas simplement limité à Munich, par exemple? Absolument pas. Il y a un cabinet, on peut faire des missions, effectivement, dans toute la région germanophone et aussi en France. Est-ce que tu peux nous expliquer, puisque j'imagine que vous avez 2 types d'entrées, il y a les candidats, ceux qui cherchent un emploi, et puis il y a les sociétés. Donc comment vous travaillez avec l'un et l'autre? Voilà, donc c'est un métier de B2B, ça veut dire que nous sommes missionnés par les entreprises pour recruter des collaborateurs. Donc, exemple, une entreprise française souhaite s'implanter en Allemagne. Elle va nous solliciter pour que on puisse lui trouver le collaborateur, la collaboratrice qui va répondre au profil qu'on a pu définir ensemble. Et ensuite, notre travail consiste à identifier la personne ou les personnes, puisque généralement l'entreprise souhaite recevoir une sélection de candidats. Et donc notre travail consiste à faire ce qu'on appelle plus communément de la chasse de tête, donc de l'approche directe, c'est-à-dire d'aller identifier des candidats qui... Un peu moins violent. Voilà, exactement. Identifier des candidats qui vont être intéressés, qui vont correspondre au profil qu'on va chercher. Alors, c'est vrai que le marché de l'emploi allemand est tel que les entreprises font jamais appel à nous. Il se peut qu'elles aient d'abord cherché elles-mêmes, mais les entreprises, notre valeur ajoutée, c'est pas passer une annonce et d'attendre qu'on ait des retours de candidature. Parce que il nous arrive bien évidemment de passer des annonces, mais on trouve jamais dans les annonces qu'on passe le candidat idoine, adéquat, correspondant au profil qu'on recherche. Donc on fait ce qu'on appelle de l'approche directe, c'est-à-dire qu'on va identifier des candidats via des canaux classiques et moins classiques. Canaux classiques, c'est LinkedIn, c'est Xing, c'est aussi l'appel direct au sein des sociétés via des scénarios qu'on... Ok. Voilà, donc c'est notre métier d'identifier des profils cibles sur des organigrammes, d'identifier des organigrammes. Donc voilà, c'est un métier... il y a parfois par rapport à ce métier... c'est pas une magie, mais voilà, pas mal de secrets. Il y a rien de très secret. Après, c'est le métier d'aller identifier des candidats et puis les solliciter et débaucher des candidats, bien évidemment. Oui, alors justement, j'avais une question, mais je pense que tu y as plus ou moins répondu, c'est de te dire, mais pourquoi, en fait, une entreprise va faire appel à un cabinet de recrutement? Donc, parce qu'en fait, les gens qui candidatent via ces offres ne sont pas forcément les profils les plus... Non, exactement. Où il faut débaucher, en fait, pour avoir le... Voilà, exactement. Bon, et on connaît tous la situation du marché de l'emploi en Allemagne, et aussi également à Munich. Et donc, effectivement, on est dans un marché de plein emploi, donc les sociétés... pour recruter, n'ont souvent d'autres moyens que de faire appel à des cabinets de recrutement. On considère que 80% des Mittelstand allemands, donc les PME, les ETI, font appel à la sous-traitance extérieure ou les cabinets de recrutement pour trouver des candidats. C'est-à-dire que la plupart de nos clients sont effectivement ces Mittelstand, donc des sociétés entre 2 et 2000 personnes. Bien évidemment, les grands groupes peuvent faire appel à des cabinets, mais les grands groupes ont une capacité d'attractivité
qui fait qu'elles ont plus de facilité qu'une PME pour recruter les bonnes personnes, quoi. Après, et puis j'imagine que pour les grands groupes, c'est plutôt de faire le tri, en fait. Dans tout Exactement. J'ai vu récemment que tu avais publié un article sur LinkedIn au sujet de tout ce qui était réseaux sociaux. Je voyais que tu parlais aussi des robots. Parce que ça, je pense pas que c'est un mythe, mais souvent, justement, dans des grosses boîtes, ou peut-être plus petites, je sais pas, tu as un premier filtre qui passe par le robot. Ouais. Donc j'ai vu que toi tu disais que vous travailliez justement pas comme ça, et c'était l'avantage d'avoir le rapport humain. Et ton avis sur le robot. Bon, après il faut ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ce qu'il faut, on a une palette de différences dans ce métier qui est énorme, hein. Donc ce que je veux dire, c'est que nous, on fait l'executive search, donc de la chasse de tête, de la recherche de dirigeants. Donc, à aucun moment, le robot peut remplacer notre métier. Par contre, sur des recrutements volumiques, je m'entends la Deutsche Bahn, oui. La police, qui lance des campagnes de recrutement. Là, effectivement, il peut y avoir une certaine automatisation des premières phases de recrutement. Il n'y a rien d'inhumain, c'est juste une première présélection qui facilite les choses. Et bon, j'ai déjà testé des systèmes, c'est pas inintéressant, mais je pense que ça n'ira pas plus loin. Mm-hmm. Et pour y répondre, tu as un conseil, c'est-à-dire reprendre des mots-clés qu'il y a dans l'annonce pour être sûr de ne pas passer complètement à côté ou... Ce que je veux vous dire par rapport à ça, et ça n'a rien à voir avec Munich, mais bien évidemment, si on voit une annonce, on postule, mais ce qu'il faut, c'est que se dire que toute entreprise est également humaine, et que une annonce, il se peut qu'elle soit toujours en ligne, mais que le poste soit déjà pourvu, mais que ça n'a pas été mis à jour. Donc il ne faut pas hésiter à aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que il ne faut pas hésiter à utiliser son réseau pour essayer de rentrer en contact avec des personnes qui travailleraient au sein de la société pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc après les mots-clés, moi je suis pas très mots-clés, mais voilà, je crois de l'authenticité dans la transparence. Et puis la motivation aussi. Et la motivation, mais mots-clés, pas mots-clés, je crois pas beaucoup à ça. Comment ça se passe au niveau des candidats ? Est-ce que par exemple c'est... je dis pas ça négativement et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. On dit tu déposes juste un CV et puis justement tu vas mettre ton robot en place et ressortir un CV quand ça va correspondre. Ou vous apprenez à les connaître, vous donnez des conseils. Comment ça se passe de l'autre côté en fait. Bon, je peux te dire comment ça se passe chez nous. Oui, c'est ce qui. Voilà. Après, effectivement, toutes les candidatures spontanées sont analysées, regardées, et puis s'il y a une personne qui peut, on est aussi pragmatique, hein, c'est-à-dire que si on reçoit une candidature d'une personne dont on sait que on pourra malheureusement pas lui proposer un poste parce que on est aussi spécialisé, comme je te le disais, malheureusement, on lui envoie une candidature, une lettre de rejet. Mais par contre, effectivement, si c'est un candidat dont on se dit, oui, effectivement, il se peut que dans les mois à venir, dans les prochaines années, on a quelque chose à proposer, on l'appelle, on le rencontre, voilà. Et alors toi qui vois passer beaucoup de CV, lettres de motivation aussi, quand justement là il y a un candidat qui peut être intéressant pour une entreprise, est-ce que tu aides un peu les gens, tu leur donnes des conseils pour se préparer ? Est-ce que tu les fais peut-être retravailler un peu leur candidature ? Oui, ça fait partie de notre rôle. En fait, notre cabinet. Alors moi, je pense qu'une société comme la nôtre, au-delà du fait qu'on est une entreprise privée, donc on est là pour gagner de l'argent, on est là pour faire vivre des salariés, on est là pour se développer. On a, je pense, aussi un rôle important. Je ne dis pas qu'on a un rôle social, mais on a un rôle vis-à-vis de l'extérieur, de gens qu'on peut d'une manière ou d'une autre aider. Par notre petit service plus, par l'aide à la candidature, des choses comme ça. On n'a pas un rôle, on ne fait pas payer les candidats, c'est-à-dire qu'on considère que c'est partie de notre service d'aider les candidats à postuler, à leur donner un certain nombre de conseils. Donc moi, je suis très très souvent sollicité, notamment par les candidats francophones ici sur Munich, ce qui est normal. Donc je le fais avec grand plaisir. Oui, dans la mesure du possible, on les aide du mieux qu'on peut, quoi. Mais à ton avis, quelles sont les 2-3 plus grosses erreurs
que tu peux voir soit dans la candidature elle-même, tu vois, soit dans l'approche du candidat. Et plutôt, là, comme le podcast est en français, peut-être quelque chose voilà, qui est lié au milieu francophone, ou pas, hein, ou général. Je pense que ce qui est essentiel, c'est bien évidemment tenir compte des différences culturelles entre la France et l'Allemagne, différences culturelles sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail. Exemple, Oui. on en a parlé hors micro avant, le diplôme. Tu sais que le diplôme en Allemagne, il a, je dirais, aucune valeur. Donc, moi, je me souviens toujours cet exemple d'une une amie qui est sortie de l'EDEC et qui postule à des postes de contrôleur de gestion, qui me dit « Mais je comprends pas, Nicolas, dès que je dis que je sors de l'EDEC, personne ne réagit. » Bon, voilà, enfin, ça me paraissait typique de la France, avec effectivement ce poids que le diplôme prend. Hein. Je dis souvent 2 ingénieurs français qui se rencontrent, dans les 3 premières minutes, il y a une question de quelle école tu sors. Bah, bien sûr. Bon, mais ce qui est typiquement français. Oui. Alors, ce qui a un côté sympathique, parce que il y a les forces des grandes écoles, c'est un lobby, c'est un voilà, réseau. Mais quand tu as fait une grande école. Voilà, mais quand tu n'as pas fait la grande école, c'est plus compliqué. Et puis, en toute sincérité, alors, quand tu es en France, bon, tu trouves pas ça ridicule, quand tu es à l'extérieur, tu trouves ça complètement ridicule. Quoi. Oui. Donc, c'est inévitable, bien évidemment, les grandes écoles font partie du paysage de la formation et du paysage culturel français, du marché de l'emploi français. Bon, il faut pas non... Enfin, je pense que ça fait partie de l'histoire de la France. Et pour tout ça, c'est important. Et puis, je pense que les grandes écoles apportent aussi beaucoup en termes de bienveillance, en termes de manière de penser. Mais il faut pas non plus leur donner trop de poids. Et bon, ça, c'est une erreur typique que je peux voir du candidat francophone qui aurait eu une expérience francophone et qui arriverait en Allemagne et postulerait. Et excuse-moi, pour rebondir là sur ce que tu as dit sur la grande école, et puis bon, pour les gens justement qui sont peut-être pas encore trop habitués au marché allemand, qu'est-ce qui va justement plus primer dans ton CV allemand? Qu'est-ce que tu as intérêt à mettre en avant? Bon, le marché de l'emploi des cadres en Allemagne est un marché de spécialistes, alors que le marché de l'emploi des cadres en France est plutôt un marché de généralistes. C'est-à-dire qu'en France, on va plutôt demander à quelqu'un qui ait une capacité à prendre du recul, une capacité à être conceptuel. La première question que vous poserez en Allemagne, mais concrètement, qu'est-ce que vous savez faire? Quelle est votre spécialité? Alors, soit vous êtes spécialiste du marketing, du web marketing, ou vous êtes spécialiste de l'intérieur de l'automobile, ou de l'ébénisterie automobile, mais c'est quand même toujours le marché des spécialités. Moi, j'ai toujours été impressionné, je suis encore, mais les choses évoluent aussi en France de manière très rapide et dans le bon sens, avec l'apprentissage. Je suis toujours émerveillé par un candidat allemand, ingénieur de formation, qu'il a un bac+5, et après ses études d'ingénieur, il a fait un Ausbildung en tant que Kraftmechaniker dans un garage où il a été pendant 1 an dans un garage. Et ça, c'est extraordinaire. Et elle est là la force de l'industrie allemande, c'est-à-dire que arrivent sur le marché de l'emploi allemand des ingénieurs qui savent souvent de quoi ils parlent, alors qu'en France, on sait juste que avec l'ingénieur, ton diplôme. Voilà, il ne sait pas toujours de quoi il parle. Quoi. Alors, il a une capacité à s'adapter, peut-être plus forte que les Allemands, mais parfois, il parle de choses qu'il ne connaît pas très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et le troisième point, et c'est aussi la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de rester en Allemagne et de m'installer et développer l'entreprise à Munich, c'est, je crois, qu'on a une chance entre la France et l'Allemagne qui est extraordinaire, et je pense que nulle part dans le monde, il y a une telle collaboration, une telle histoire, et puis aussi une telle différence culturelle qui donne cette force. Hein, je cite souvent cette expression, il ne faut surtout pas la prendre de manière négative. Les Allemands aiment les Français mais ne les respectent pas, et les Français respectent les Allemands mais ne les aiment pas. Et c'est un peu caricatural. Ça, c'était une première expression que je voulais utiliser. Mais la deuxième expression, c'est que je dis souvent aux candidats que je rencontre, ou même avec les clients, parce qu'effectivement, je travaille beaucoup dans la sphère franco-allemande. L'ingénieur allemand, il a une idée tous les ans. Alors quand il la met en place, il la met en place jusqu'au bout. Et l'ingénieur français, et moi j'en suis un, j'ai 10 idées à la minute. Mais parfois, je suis incapable d'en concrétiser une jusqu'au bout. Et par contre, le couple,
J'ai toujours l'exemple de ce client, une grande entreprise du CAC 40 français qui me disait, Nicolas, les meilleures équipes projet pour nous, c'est les équipes franco-allemandes. Avec du respect, mais parce que elles ont une énergie incroyable, et puis surtout, elles sont extrêmement performantes. Et je trouve ça, l'image, je la trouve superbe, quoi. Et c'est vrai. Mais par contre, ça doit se faire dans le respect des uns des autres. Et puis, bon, et ça, c'est le dernier point, mais ça, c'est, j'enfonce des portes ouvertes, mais enfin, je pense que tout Français qui arrive ici doit se dire, j'ai encore eu un cas récemment, une personne qui me dit, ouais, j'ai un job elle habitait en Hollande. J'ai un job en Hollande et je vais absolument trouver un job tout de suite ici. Bon, alors soit bien évidemment il y a des situations financières qui fait qu'on doit, que l'épouse, le conjoint ou la conjointe qui suit son conjoint doit trouver un job parce que il faut bien mettre dans les épinards. Du beurre. Oh là là, je suis fatigué. Mettre du beurre dans les épinards. Excuse-moi, il faut bien mettre du beurre dans les épinards. Je peux comprendre, mais s'il faut pas le faire, mais la première chose à faire, la priorité des priorités, c'est prendre des cours d'allemand intensifs. Parce que l'allemand est une langue incroyablement riche et parce que connaître la culture, l'histoire allemande ne passe, et puis se sentir intégré passe avant tout par la connaissance de la langue, tu le sais. Et effectivement, ne pas vivre en expat, c'est-à-dire je vois tout de manière négative parce que on comprend pas ce qui se passe si on connaît pas bien la langue. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis. Alors, ouais, pardon, excuse-moi. Après, je dirais même quand tu fais, parce que ça me faisait penser aussi à des clients, des personnes, mais tu peux aussi donc prendre les cours d'allemand et avoir un boulot, on va dire, la mini-job, type un peu plus alimentaire, mais qui va te permettre aussi de pratiquer la langue. Exactement. Parce que des fois, c'est ça la difficulté. Et surtout, je le vois beaucoup quand tu restes sans bosser, mais dans un milieu ultra franco-français, et quand tu as des enfants qui vont à l'école française, c'est quand même vite fait d'arriver. Et c'est très sympa pour l'intégration. Mais après, si tu mets pas ça en place tout de suite, je pense que pour te sortir de ça, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et l'allemand n'est pas la langue la plus évidente du monde. Non, exactement. Donc, faire ça, rapidement, après, et encore une fois, il y a plein de possibilités, depuis la Volkshochschule jusqu'aux écoles privées qui sont bien évidemment plus chères, mais l'Allemagne propose quand même, et même l'agence pour l'emploi propose des palettes de... Il faut le demander. Ouais, mais... il faut y aller. Après, il faut avoir une démarche positive. Mais n'empêche qu'il y a plein de choses qui se passent, qui se font. Donc, on a la chance d'être accueilli quand même de manière incroyable. Et puis, si la personne... J'ai aussi souvent, si la personne ne sent pas prête tout de suite à démarrer dans un système, quand c'est une première expat, à tout de suite se mettre dans les rails de l'intégration allemande, ne serait-ce que prendre il y a des formations l'interculturel qui se font, qui sont simples, mais qui permettent de tomber toutes ces barrières culturelles un peu ridicules au début, quoi. Non, et puis de comprendre les bases. Voilà, et exactement. Pour justement pas rester... Donc là, tu vois, j'avais des personnes sur podcast qui me disaient au début, quand les gens me parlaient en bavarois, je pensais qu'ils me criaient dessus. Mais en fait, c'est l'accent, c'est la manière de parler. Après, une autre personne me disait... Ah tu vois, dans le cadre du boulot, en France, quand il y a un nouvel employé qui arrive, les gens vont sortir, ils vont lui proposer. En Allemagne, ça va pas leur venir à l'idée, mais c'est qu'en fait, c'est une façon différente de fonctionner, et il faut pas prendre ça comme une agression. Non, c'est sûr. Bon, après, on aimerait bien que parfois, ils puissent, au boulot par exemple, on puisse plus facilement aller déjeuner ensemble. Oui. Bon, mais voilà, il y a des choses qui restent. Nul n'est parfait, c'est des différences culturelles qu'il faut accepter. Mais c'est toujours... moi, je le vois, il y a toujours de la bienveillance. Parfois, les gens peuvent considérer que c'est de l'arrogance, mais c'est surtout de la bienveillance et puis et du respect, quoi. Excuse-moi, je reviens un petit peu parce que quand on parlait d'expérience de CV, d'une approche un peu plus spécialiste, expert, comment tu fais quand tu es français et que tu as toujours bossé en France et que tu dois envoyer ta candidature et que tu n'as pas ces fameux Zeugnis? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour pallier à ça? Alors, il faut aussi se dire une chose, c'est que le marché du travail allemand évolue aussi. En toute sincérité, chez nous, par exemple,
Ça fait des années qu'on ne demande plus de SOGNIS. Ok, super. Ou on les demande à la fin du processus d'entretien. Parce que, entre toi et moi, pour être aujourd'hui employeur, on sait bien évidemment que ces SOGNIS, c'est aussi une sorte de mafia, de système malsain. Et en toute sincérité, moi je pense que dans 20 ans, je vais peut-être me faire bâcher, mais on parlera plus de SOGNISeux parce que je trouve ça complètement ridicule. Et moi je crois pas du tout que SOGNISeux. Les gens me disent, mais si, il faut lire entre les lignes. C'est ridicule parce que j'ai déjà écrit des SOGNISeux, puis on m'a demandé de les réécrire. Ça c'est complètement ridicule. Je crois beaucoup plus à la prise de référence. C'est ce que j'allais dire, ouais, une donc, lettre de recommandation exactement. personnalisée, écrite par la Et puis, personne. oui, voilà, quelque chose de concret après. Donc il faut, c'est pas grave si la personne n'a pas de SOGNISeux parce que un employeur ouvert sera capable de comprendre que dans notre pays, ça pas. Après qu'il y ait des attestations de travail, ça peut être bien, mais de SOGNISeux, il n'en faut pas. Si donc on a des gens qui ont envie de bouger en recherche d'emploi, au niveau du marché, est-ce que tu sens, toi, où sont les opportunités, où est-ce qu'il y a de la demande? Bon, c'est difficile de répondre à la question parce que ça bouge beaucoup, ça évolue beaucoup. Il y a 1 an ou il y a 2 ans, bien évidemment, l'automobile. On sait que l'Allemagne a eu dans les 10 dernières années des croissances énormes, notamment dans le secteur de l'automobile, qui est quand même le secteur par excellence de l'industrie allemande. Bien évidemment, on sait que l'industrie automobile est en train dans un complet Umbruch, donc est en train de se transformer. Donc, beaucoup de grands groupes automobiles ne recrutent plus, sont en job freeze, ont décidé ça ne recrute plus, ou alors recrutent des profils complètement différents. Le CEO de Volkswagen la semaine dernière a dit il faut qu'on passe d'une société, un constructeur automobile, à une tech compagnie, comme Tesla. Donc je pense que la une de Handelsblatt l'année dernière, c'était une photo d'Elon Musk de Tesla avec Monsieur Diess de Volkswagen. Donc voilà, les deux titans. Bon, mais c'est vrai que le secteur automobile va devenir une des sociétés de tech, quoi. Donc, mais c'est génial, c'est génial. Donc, des besoins, il y en a beaucoup, toujours beaucoup. Je pense qu'il y a toujours 450 000 postes en Allemagne qui ne sont pas pourvus. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour le marché de l'emploi allemand. Alors, les gens me disent, oui, mais tu entends, Continental, toutes les sociétés annoncent des plans de restructuration. Mais oui, c'est évident. On annonce sur les 5 prochaines années, je pense, minimum 150 000 pertes d'emploi. Bon, mais c'est l'industrie, c'est la digitalisation, Après, bien évidemment, dans le monde automobile, il y a les volumes qui diminuent, donc en ce moment, c'est compliqué. Mais il y aura toujours de besoins pour un ingénieur de production, pour un ingénieur qualité. Après, donc, les métiers qui tirent toujours, l'industrie tire toujours, l'industrie automobile tire beaucoup moins. Ce que je vois, donc, l'industrie mécanique, l'industrie du bâtiment, si on parle plus de Munich, le monde du software, il y a un nombre de startups qui s'implémentent à Munich qui est incroyable. Parce qu'on pense que Berlin, il n'y a que Berlin pour les startups, mais non, il y a beaucoup de startups qui se créent à Munich et en plus qui sont extrêmement, attractives et qui marchent. Quoi. En fait, moi je pense, Berlin est plutôt dédié à la tech B2C, alors que Munich c'est plutôt dédié aux startups B2B. Mais vous avez des très très belles startups allemandes qui se développent de manière incroyable. Alors ils ont un tout petit peu de retard par rapport à la tech française ou la tech, mais je suis sûr que ce retard va se rattraper assez rapidement. Je vois bien que les autorités mettent tout en œuvre pour faciliter le mouvement. Donc voilà, des besoins il y en a. Après, mais depuis que je fais de métier depuis 20 ans, c'est vrai que on recherche plus facilement des commerciaux que des gens du marketing. Après, et là, on est d'accord que souvent, on parle du marché, donc le marché de l'emploi, c'est des offres et des demandes. Donc, moi, depuis que je fais ce métier depuis 20 ans, je te le dis, voilà, oui, bien évidemment, sur une recherche d'un responsable marketing, j'ai toujours reçu beaucoup plus de candidatures, voire plutôt 50 candidatures, alors que pour un poste de responsable commercial, j'en avais 0. Donc, c'est évident, comme sur les postes des ressources humaines. Oui, c'est sûr. Après, pas pour autant qu'on ne recherche pas des DRH, des HR managers,
Mais oui, il y a plus de demandes qu'un ingénieur Java ou qu'un développeur de puces ou qu'un commercial dans une boîte de software. Donc les métiers, en ce moment, nous, ce qui nous tire beaucoup, c'est le monde du software, mais parce que toutes les sociétés de software recrutent, mais bien évidemment, il faut parler l'allemand. Alors, même dans ce milieu-là. Ouais. Mais software commercial. Ok, oui, okay. Pour un poste commercial. Voilà, exactement. D'accord. Encore une fois, les métiers marketing, les métiers des ressources humaines, c'est des métiers sur lesquels, effectivement, les gens mettront un peu plus de temps à trouver un job. Voilà. Alors que les commerciaux, mais parce qu'effectivement, être commercial, ça veut dire qu'il faut bouger, ça veut dire que tout le monde n'est pas fait pour être commercial. Ouais, c'est plus d'engagement, je veux dire. C'est un métier pas un boulot fait pour tout le monde. Voilà, exactement. Donc, je sais pas que le marketing, c'est un boulot fait pour tout le monde, mais il y a effectivement plus de volume. Ça reste un marché, il faut en être conscient. Et il faut toujours, bien évidemment, regarder quelles sont les offres d'emploi. C'est un marché d'emploi de rêve en Allemagne. Donc, il y a plein de postes. Après, il ne faut pas hésiter non plus à se reformer, à faire il y a des formations. Les chambres de commerce proposent beaucoup de formations. Je te dis, l'agence de l'emploi propose beaucoup de formations. Donc, il y a plein de choses. Après, effectivement, il ne faut pas non plus hésiter à redémarrer peut-être à un salaire. Ça, c'est pas évident. Je peux comprendre qu'on a été expat ou on a travaillé en France. On se retrouve en Allemagne, on dit, oh là là, les salaires. C'est sûr. Il faut se dire, ok, je redémarre peut-être avec des salaires moindres, inférieurs, mais pas pour autant que dans 5 ans, je ne retrouverai pas le niveau, voire un niveau supérieur de ce que je gagnais. Donc, et encore une fois, j'ai bien conscience qu'il faut mettre du beurre dans les épinards, chacun doit vivre, mais il faut toujours avoir un peu une stratégie long terme ou moyen terme en disant, voilà, ok, qu'est-ce que je veux faire ? Et puis se dire, le salaire c'est important, mais c'est pas non plus que ça, quoi. Non, et puis le problème, c'est que si tu travailles pas pendant 1, 2 ou 3 ans, bon, déjà en Allemagne, le chômage, c'est 1 an. Ouais, exactement. Après, c'est plus la même chose. Non. Là, par exemple, quand tu parlais, effectivement, sur les postes marketing, ce sont un peu plus difficiles de trouver. A contrario, moi, ce que je vois beaucoup, alors ça fait pas rêver, c'est clair au début, mais ça peut être une bonne passerelle pour évoluer, c'est des postes de service clientèle, etc., où là, pour le coup, on demande le français. Et après, pourquoi pas, si la boîte se développe, tu vois, bouger à un autre poste. Mais au moins, tu as un salaire. Généralement, sur ce type de poste, tu peux travailler aussi à mi-temps, un peu à la maison. Encore une fois, c'est un point de départ et c'est quand même mieux, il me semble, que de rien faire du tout. Quand tu as envie de faire quelque chose. Je suis d'accord. Après, il faut se forcer dans ce genre de job. Il faut essayer de se forcer. Ça doit être, au-delà du job lui-même, ça doit être un tremplin à l'intégration allemande, un tremplin être beaucoup plus fluente et à l'aise en allemand. Bon, mais je peux comprendre, c'est pas des jobs qui font arriver tout le monde quand on a eu des postes à plus de responsabilité par le passé, des choses comme ça. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, il faut savoir être flexible et il faut savoir se dire, c'est pas non plus l'horreur, quoi. C'est pas un travail à la chaîne, quoi. Donc il y a pire. Il y a pire. Mais oui, donc je comprends. Mais c'est ce que que recherchent les entreprises, des gens flexibles, des gens qui sont capables de se remettre en cause, des gens qui sont capables de, à un moment ou un autre, de rebondir, quoi. Donc et puis moi j'ai aussi beaucoup évolué là-dessus. C'est qu'aujourd'hui la relation employeur-employé est plus du tout la même qu'il y a 20 ans. Ça veut dire que il faut pas hésiter sur ce genre de job à se dire je commence 1 an après ou 8 mois après, j'ai trouvé autre chose. Et assez rapidement on peut se retrouver à avoir un job qui correspond à ce qu'on cherchait. On a fait quelques bons 4 mois ou 5 mois. Voilà, il faut pas hésiter, quoi. Je laisserai les coordonnées, ton site, etc. pour les gens qui veulent te contacter, que ce soit donc les entreprises ou les candidats. On a bien compris, je remettrai là plutôt les secteurs sur lesquels tu peux intervenir, puisque tu n'es pas compétent. Non, ce que je suis pas compétent partout et j'insiste sur un point, je parle plutôt non mais t'as peut-être pas du temps non plus pour non c'est sûr, puis c'est pas mon je veux dire je fais pas de coaching de candidat, c'est-à-dire que je me fais pas rémunérer, je considère que ça fait partie du service et que c'est le petit plus si je peux donner des conseils, mais
j'ai Non, encore c'est pas. pas... Voilà, exactement. C'est partie du service à l'aide d'intégration, mais voilà, j'ai pas que ça à faire. Non, et puis c'est un autre métier. Exactement, Je exactement. suis bien placée pour Exactement, le savoir. exactement. Venez me voir, sinon. J'ai vu, donc avant qu'on passe aux petites questions rapides, que tu avais un poste bénévole de conseiller du commerce extérieur de la France. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? Ouais. Alors, les conseillers économiques et conseillers du commerce extérieur de la France sont nommés par le Premier ministre pour une période de 3 ans. Donc les conseillers du commerce extérieur de la France, donc plus communément appelés CCEF, ont été créés en 1898. Alors le président à l'époque, ça avait été Garfort, je me trompe peut-être, bon, qui avait pour idée, qui était la suivante, en disant voilà, la France doit exporter ou peut exporter plus, et le meilleur moyen, enfin on a des Français dans le monde entier, ces Français travaillent pour les entreprises françaises, mais aussi pour les entreprises locales. Ils ont leur réseau en place. Et ces Français ont sans doute du sang français, et ils ont la France dans leur cœur. Et donc, nous sommes dans le monde, je ne vais pas dire de bêtises, entre peut-être 2000, 3000. Environ. En Allemagne, nous sommes à peu près 100. 15 en Bavière. Donc, nommé par le Premier ministre, c'est un poste bénévole. Et notre rôle, il est de 3 ordres. Un, c'est les CCEF qui ont créé les fameux VIE. Okay. Alors les VIE, c'est quand même hyper innovant, très très apprécié par les entreprises françaises. Donc mon rôle, c'est d'animer cette communauté de VIE, d'aider des VIE à l'intégration. Voilà. Et au sujet des VIE, là, parce que j'étais l'année dernière aux formes d'expatriation, et les responsables me disaient en fait le pays où il y a encore le plus d'offres non couvertes, c'est l'Allemagne. C'est les VIE allemands. Donc aussi une belle piste pour commencer, parce que généralement les conditions sont hyper attractives. Exactement. Comme premier emploi, donc quelque chose à creuser. Voilà. Non, je t'en prie. Donc notre rôle 1, c'est l'animation des VIE. 2, c'est l'aide à l'exportation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise française qui souhaite avoir des conseils, qui souhaite s'implanter en Allemagne ou en Bavière et qui souhaite avoir des conseils, va nous appeler. Et de manière bénévole, on leur ouvre notre carnet d'adresses, on leur donne des conseils, on leur parle du marché, on les met en relation avec des acteurs de leur secteur d'activité. Donc ça, c'est le deuxième rôle. Et le troisième rôle, c'est tout ce qui est relation avec les autorités locales. Donc on travaille beaucoup avec le consulat général de Munich, avec l'ambassade de Munich, pour leur remonter des informations sur ce qu'on voit sur le terrain d'un point de vue économique, et pour aussi faciliter, pour travailler sur l'attractivité de la France. Alors on sait que notre gouvernement actuel fait beaucoup de choses sur le sujet, avec notamment la campagne Choose France. Bon, donc notre rôle, c'est aussi, j'étais il y a 15 jours à l'IACA, la chambre de commerce allemande, pour parler des réformes actuelles en France, pour essayer d'aider les entreprises, de montrer aux entreprises allemandes que malgré ce qu'on peut entendre sur les gilets jaunes, les grèves, les retraites, il se passe plein de choses en France, que les réformes de la France se font, et qu'aujourd'hui, investir en France, c'est pas un mauvais choix. Et d'ailleurs, on sait que le dernier rapport d'Ernst & Young a montré que la France était le pays d'Europe qui a le plus bénéficié des investissements à l'étranger l'année dernière. Voilà. Donc voilà quel est notre rôle de CCEF, de conseiller consulaire du commerce extérieur. Je pense que la liste des conseillers économiques, la liste des conseillers est sur le site internet du consulat. D'accord, je vérifierai, et donc après, voilà. T'as tous les donc personnes pas hésiter à nous solliciter, on a un rôle important sur le point de vue économique. Trois Exactement. types de problématiques. Voilà. D'accord, super, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta société, ton emploi, ou on passe aux petites questions rapides avec ton carnet d'adresses ? Non, je voulais juste dire qu'également dans mes... Comme tu l'as compris, je travaille avec passion, et puis je crois beaucoup dans le couple franco-allemand, mais j'y crois énormément. Alors j'y travaille au quotidien, et donc une dernière activité qui me tient également à cœur, c'est le club économique franco-allemand de Bavière, oui. dont j'ai un peu la responsabilité d'animation avec des collègues qui organisent de manière mensuelle des événements dédiés à la communauté économique franco-allemande
sur des thèmes divers et variés. Nous avons également un club Next Gen, donc plutôt dédié à la génération Millenniums. Voilà, le site internet c'est clubeco.de et voilà, j'insiste parce que c'est un club extrêmement dynamique et qui est aussi pour par exemple des expatriés qui arriveraient sur Munich un excellent moyen d'intégration. Mais c'est dans ma liste, tu sais, je voulais faire peut-être un épisode sur le club. Donc on pourra en discuter si soit plusieurs personnes, soit si tu as quelqu'un qui pourrait nous exposer un peu tout le club, mais avec plaisir. Parce que je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Donc voilà, le teasing pour un épisode à suivre. Donc nos petites questions rapides. Le quartier où tu te sens chez toi? Le quartier de Léeul. Et je vais avec plaisir le dimanche matin à la messe. Okay. Et donc j'aime beaucoup ce quartier. Mais tu n'habites plus là-bas? Non, j'habite à Forstenried. Alors moi, tu sais, en bonne française, voilà, je commence toujours par la gastronomie, les restaurants. Alors j'ai plusieurs, sections. Donc un restaurant, on va dire pour un dîner en amoureux ou un peu plus romantique. ou un resto sympa, voilà, à conseiller, où tu aimes bien aller. Wen Thai Sandling, donc c'est un restaurant thaïlandais, mais il a des vins exceptionnels. Okay. Donc des vins français, c'est un spécialiste. Enfin, il a des vins pour quelqu'un qui aime les bons vins, c'est exceptionnel. Super, ça me va. Ton lieu coup de cœur à Munich, dont tu as envie de parler, ou je sais pas, que tu vas forcément montrer à quelqu'un qui en visite. Le parc du château de Nymphenburg, dans lequel j'essaye d'aller courir 3 fois par semaine. Waouh, super. Donc Munich, on l'a dit, le centre-ville est très sympa, mais ce qui est vraiment chouette, c'est les alentours, les lacs, la montagne, l'Italie qui n'est pas loin. Peut-être, je sais pas, une ou deux sorties à l'extérieur de Munich, quelque chose à recommander. Hiver, été, parce que ça, ça dépend aussi des saisons. Alors, j'ai créé un groupe avec des copains de mountain bike, donc on est assez souvent en balade. Alors très souvent on fait la balade Munich Schäflarn, on longe l'Isar, qui est une balade très sympa à vélo, qui est pas très compliquée. Donc ça c'est très près de Munich. Ce qui est super également à faire, c'est descendre Wolfratshausen, Munich en canoë. On a l'impression d'être au milieu de nulle part, on a l'impression d'être au Canada. Et puis, quel autre coup de cœur Benedikt Beuern, je ne sais pas si tu connais, au sud de Munich, direction Garmisch. Donc, il y a une très belle abbaye et puis il y a des très très belles balades à faire. Ok, super. En rando, là? Ouais, en rando. Et puis, le plus beau lac, Schliersee. Ok, ouais, non, mais c'est vrai. Pas la peine de tous aller s'entasser à Starnberg ou à Tegernsee. Comme tu sais, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Et je demande à chaque fois à mes invités si tu avais une couleur, une image, à quoi ressemblerait ton Munich. Ou un adjectif aussi. Adjectif. Est-ce que douceur de vivre? Ça marche. Je trouve que la vie est douce à Munich. Elle est facile. Avant de passer à la dernière question, un dernier conseil. Donc, je sais que tu en as déjà partagé beaucoup pour quelqu'un, donc un étranger là, qui arrive à Munich pour bien s'intégrer, pour profiter de la ville. Lire l'histoire de l'Allemagne, se dire que il s'est passé plein de choses et que l'Allemagne, et essayer d'arriver avec le moins de préjugés possible. C'est-à-dire se faire sur place une idée et bien écouter, bien comprendre. Voilà. Arriver de façon complètement ouverte ou vierge. Quoi, voilà, exactement. Et puis lire. L'Allemagne est une nation extrêmement... une culture extraordinaire. Donc, je pensais beaucoup lire sur ce qui s'est passé, sur la culture allemande, sur ce pays complexe qui s'est créé quand même de manière très différente de notre République française, très centralisée. Donc, bien se rendre compte de... c'est assez simple comme différence, mais il faut vraiment s'en rendre compte. Moi, ce qui me marque toujours, c'est effectivement cette approche, sans aucun avis négatif de ma part, mais quand je parle avec des clients ou
On a quand même une approche en France très centraliste, très centralisée, alors qu'en Allemagne, on a un pays fédéral pas du tout centralisé. Et ne serait-ce que comprendre ça, comprendre qu'effectivement les Länder ont des poids importants, ça permet quand même de comprendre beaucoup de choses, quoi. Et donc la dernière question, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu devais partir demain ? Qu'est-ce qui manquerait plus ? C'est les homélies de mon prêtre le dimanche à la messe. Ok. Qui n'ont absolument rien à voir avec le franco-allemand, mais qui sont incroyables. Voilà. Super. Bah écoute, on en reste ici, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, merci beaucoup pour ton initiative, pour le temps que tu m'as accordé, et puis pour cette initiative très intéressante et l'énergie que tu y mets. Bravo à toi. Merci Nicolas, et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir Hélène. Rebonjour. Quelques mots avant de conclure. Un immense merci à Nicolas pour sa générosité. Vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur le site décide-moi-munich-toutattaché.com. Pour faire vivre le podcast, et si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 jolies étoiles sur votre appli podcast préféré. Je vous rappelle que j'organise avec Marie, une de mes précédentes invitées, un atelier pour dire non au chaos et à la procrastination le jeudi 20 février. Toutes les infos sont également sur le site. Sur ce, bon week-end et à la semaine prochaine.